Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur le débat de Direct Gestion. Tous les matins 9h30 à 10h, on décrypte l'actualité économique et financière. Et ce matin, on va s'intéresser aux matières premières agricoles. Deux experts sont en plateau, Pierre Bégoc, le chargé d'affaires international d'Agritel. Bonjour Pierre. Bonjour. Et Benjamin Louvet, le gérant matières premières chez Ophi AM. Bonjour Benjamin. Bonjour Fabrice. Alors messieurs, on va d'abord décrypter ces matières premières agricoles. On n'en parle plus tellement sur la pleine finance. Pourtant, ça continue à exister. C'est un marché physique. Mais on a l'impression qu'il y a eu évidemment beaucoup de trades, de négociations, peut-être même de spéculations à un moment. Ça avait mauvaise presse aussi de faire. On accusait les banques de participer aux fameuses, vous vous souvenez, des émeutes de la faim. Et finalement, aujourd'hui, c'est vrai que sur le monde des analystes, eh bien, on en parle beaucoup moins. Je voudrais votre avis là-dessus, Benjamin Louvet, vous qui êtes au cœur de ces matières premières agricoles. Ça fait longtemps que vous les suivez dans plusieurs établissements, Prime Finance auparavant, qui a été absorbé maintenant par Ophi AM. Est-ce que les traders, les investisseurs s'intéressent encore à ce segment? Alors je dirais qu'il y a deux mondes en réalité, en France et en Europe assez peu. Justement parce qu'il y a eu cette mauvaise presse et que un certain nombre d'établissements français ont préféré arrêter ce type d'opération sans se poser la question de savoir s'il y avait un fondement ou pas, si vous voulez, c'est un principe de précaution entre guillemets qui est compréhensible. À l'étranger, on est dans une autre logique. Vous avez notamment un certain nombre de banques qui ont cherché à faire beaucoup de pédagogie, notamment Deutsche Bank qui a sorti un certain nombre de papiers sur le sujet. La Banque mondiale notamment a fait un gros papier en expliquant qu'il n'y avait pas de lien entre la spéculation et les variations des cours des matières premières, que les variations des cours des matières premières agricoles trouvaient leur explication ailleurs. Et donc la Deutsche Bank a dit moi j'assume le fait d'intervenir sur ce type de produit. Au-delà de ça, je crois que ce qu'il faut préciser, c'est que quand on en parle avec les professionnels du secteur agricole, les professionnels du secteur agricole ne sont pas du tout demandeurs d'un retrait des financiers du secteur des matières premières. Je crois que ce qu'il faut... Ça apporte de la liquidité justement, qu'il y ait d'autres banques qui s'intéressent à ce marché. Si vous voulez, si vous enlevez les financiers, vous renvoyez dos à dos des industriels d'un côté et des producteurs de l'autre. On est sur du pur marché physique. Voilà, et là il y a un vrai problème d'intérêt, de conflit d'intérêts entre guillemets et de différence de force de frappe entre les deux. Donc quand vous rajoutez des investisseurs financiers, vous rajoutez des gens qui ont une autre problématique qui résonne autrement. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réguler. Ça, c'est important. Et je pense qu'en France, on est extrêmement bien régulé, ce qui fait de ce marché quelque part un marché bien calibré pour ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de prendre livraison de la marchandise physique, donc on ne peut pas faire de la captation de matières premières physiques, de la rétention de matières premières physiques. C'est interdit dans un OPCVM en France. Et puis, après, il y a des règles à s'imposer. Pas d'utilisation d'effets de levier excessifs, pour ne pas avoir des sommes en jeu qui soient colossales par rapport au marché. Je pense que sous ces réserves-là, les financiers ont toute leur place aujourd'hui dans les marchés de matières premières agricoles. Je pose la même question évidemment à Pierre Bégoc. Vous êtes chez Agritel sur le marché physique. Un petit mot justement d'abord d'Agritel. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, Agritel est une entreprise qui est spécialisée en gestion de risque de prix sur les matières premières agricoles. Donc il est évident que nous sommes au carrefour en fait, de l'agriculture et des outils on va dire, de couverture et donc tout ce qui se touche aussi à la finance. C'est important aujourd'hui de mettre en lumière le fait que les évolutions des cours des matières premières, ils sont effectivement liés à l'équilibre entre l'offre et la demande. C'était l'équilibre fondamental historique, mais désormais on a une somme de drivers ou de facteurs, on va dire parfois exogènes, qui viennent aussi influencer ces fluctuations. On se rend compte aussi que la disparition des filets de sécurité entraîne évidemment une volatilité grandissante. Dans cet environnement changeant, il est très important pour tous les industriels, pour tous les opérateurs des filières agro-industrielles, on va dire de la fourche jusqu'à la fourchette, d'avoir cette capacité à anticiper des stratégies, on va dire, de couverture pour appréhender, on va dire, un monde changeant. Et donc, on n'arrêtera jamais, nous en tout cas en tant qu'analystes, de s'attacher à la qualification de l'offre et de la demande. C'est important de savoir ce qui a été produit, ce qui est disponible pour l'export vers quel pays, mais on est aussi obligé aujourd'hui d'avoir une réflexion plus globale. Je pense notamment aux drivers liés au taux de change, le coût des énergies fossiles par exemple, le fret, d'autres éléments aussi, notamment liés aux acteurs financiers, type les positions des fonds, qui sont pour nous aujourd'hui obligatoires dans notre décryptage de l'actualité des marchés des matières premières agricoles. Et on sait aussi évidemment que les investisseurs sont intéressés par les actifs
où il y a de la volatilité et qui montent en particulier, hein, qui sont très demandés. Ça a été le cas pour l'or, pour les métaux ferreux, non ferreux, etc. Et puis évidemment les matières premières. Il faut le dire qu'avec le ralentissement du géant chinois hein, depuis quelques années, eh bien ces matières premières agricoles également sont impactées. Elles ont subi une baisse. Alors est-ce que c'est du fait qu'il y ait moins de spéculation ou du fait qu'il y ait plus évidemment de stock, puisqu'on sort d'une très belle année 2015, notamment sur tout ce qui est oléagineux? Alors, pour commencer, vous avez mentionné la Chine. Alors, je pense que sur la situation aujourd'hui, l'influence de la Chine sur le blé notamment ou sur les céréales est nettement moindre que son impact sur la protéine ou sur les importations notamment de soja. Alors, si on reprend la situation actuelle, on se rend compte qu'on a beaucoup de matières disponibles en céréales dans les grandes puissances productrices et également chez les grands exportateurs. Ça veut dire que la récolte 2015, globalement, si on prend le produit phare qui est le blé, elle a été bonne, voire très bonne dans l'ensemble des pays producteurs. On a plus de matière, on a une récolte mondiale estimée à 733 millions de tonnes, ce qui est en gros 8 millions de tonnes de plus qu'en 2014 et plus de 40 millions de tonnes au-dessus de la moyenne 5 ans. Ce qui fait qu'on a de la matière disponible. La matière elle est disponible et relativement bien répartie. Alors on a de la matière chez les exportateurs et en même temps on vient de voir dans le dernier rapport USDA que les consommateurs importants avaient, en tout cas en ce qui concerne l'Inde et la Chine, revu leur stock domestique à la hausse. Donc finalement on a de la matière, on a de la demande qui est là, mais qui est aujourd'hui pas au niveau du disponible. Ce qui fait qu'on a des stocks qui se sont reconstitués, un ratio stock sur utilisation retraité de la Chine ou pas qui augmente significativement, et quand le ratio stock sur utilisation augmente, en général, ça met un biais baissier sur les prix. Donc on est typiquement dans un marché, hein, un vrai marché entre l'offre et la demande, et c'est le physique qui fait le prix. On est dans un vrai choc d'offres en fait, Fabrice. Je crois que c'est ça qui est important, vous l'avez résumé. En réalité, tout se joue sur les fondamentaux, clairement. Et aujourd'hui, on est dans un choc d'offres. Pourquoi? Parce que Pierre l'a dit, ça fait maintenant, on va dire 2 ans qu'on a des récoltes qui sont plutôt très bonnes. Donc on a reconstitué les stocks. La demande est toujours là. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose, à mon sens, qui est un problème lié aux pays producteurs. Les pays producteurs, pour certains, sont des pays émergents. On peut parler de la Russie, on peut parler du Brésil. Et dans ces pays, on a eu, on en parlait tout à l'heure, vous en parliez, une grosse variation des devises. Et quand vous avez cette grosse variation des devises, on a eu le même problème hein, sur les métaux notamment, mais aussi un peu sur le pétrole. Quand vous avez une grosse variation des devises à la baisse, comme ça a été le cas dans ces pays, vous avez des producteurs qui produisent avec des monnaies locales qui se dévaluent, mais qui vendent en dollars. Et donc qui ont des recettes quand ils les convertissent dans leur monnaie, qui restent élevées, voire qui augmentent. On se retrouve dans le cas, prenons l'exemple du Brésil. Au Brésil, depuis 2010, le cours du soja a perdu à peu près 40%. Un Brésilien qui produit du soja et qui le vend et qui le convertit en réal a gagné 40% sur la même période. Donc vous avez là un problème d'ajustement de l'offre qu'on a un peu sur toutes les autres matières premières en ce moment. Comme ces pays continuent à gagner de l'argent, même si le cours de la matière première diminue parce qu'il y a cet effet change, et bah du coup ils n'arrêtent pas de produire. Et donc vous vous retrouvez avec une surproduction qui est constante et des prix qui baissent. Ça veut dire qu'on devait être très attentif effectivement à ce qui se passe du côté des devises, notamment la dévaluation du yuan qui a entraîné ce phénomène d'évaluation minime du yuan, mais qui a eu des impacts évidemment très très forts sur le Brésil, on en parlait, sur d'autres économies émergentes. Alors l'effet devise, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, c'est un élément capital dans la compétitivité chez les exportateurs de matières. Hein. En blé, les opérateurs européens sont quand même aujourd'hui exposés à une variation des changes importante, mais le fait d'avoir un euro relativement faible, ça soutient nos exports. C'est évident que le fait d'avoir un euro à 1,12 ou 1,13, ça nous permet, même si ça a remonté légèrement, d'avoir quand même une compétitivité sur les appels d'offres pays tiers. Sans cette compétitivité-là, nous n'aurions pas capacité à... Vous l'avez observé justement, gain de part de marché ou de contrats, d'offres, d'appels d'offres par rapport à effectivement, il y a encore 2 ans, on s'en souvient, un euro qui était à 1,40 contre le dollar? Alors, d'un côté, on est plus compétitif par rapport à l'offre nord-américaine. Et de l'autre, on a cette dévaluation grivna-rouble, Ukraine-Russie, qui fait que... Très gros producteurs sur le blé. Ces deux superpuissances agricoles qui deviennent des exportateurs évidemment chroniques, puisque l'export pour ces puissances-là n'est pas du tout une variable d'ajustement. C'est nécessaire, on produit toujours, même avec éléments climatiques défavorables, plus que ce qu'on consomme domestiquement. Dès lors, voir les blés russes en début de campagne après la récolte sortir massivement, c'était ce qu'on avait déjà observé.
Aujourd'hui, on observe aussi quand même une plus longue visibilité de ces origines mer Noire sur la scène internationale. Ça veut dire que là, on a passé les célébrations du Nouvel An et on est encore avec des disponibles russes importants, encore de la matière en Ukraine, maïs et évidemment encore un petit peu de blé. Donc on a des acteurs mer Noire qui sont là, qui produisent de plus en plus, qui sont capables maintenant de structurer de l'offre avec une visibilité de plus en plus longue, et donc ça exacerbe la compétition mondiale. Dans cet environnement hyper concurrentiel, le fait d'avoir un euro faible, ça nous permet de rester au niveau et en tout cas de préserver, on va dire, en partie nos parts de marché. Un mot de la Chine, Benjamin Louvet, évidemment, c'est l'ogre, on va dire, énergivore, et puis également qui consomme pratiquement la moitié des ressources, en tout cas jusqu'à il y a très peu de temps. Comment vous analysez justement ce ralentissement de la croissance chinoise? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'il y aura un impact forcément? On le voit sur les matières premières en général, sur les matières premières agricoles en particulier. Je dirais que c'est forcément inquiétant. Si la Chine ralentit. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ce qui se passe ces dernières années, la Chine représente à elle seule, je crois, entre 40 et 50% de la croissance du PIB mondial. Donc si la Chine ralentit, forcément vous avez un impact important sur cette croissance mondiale. Et c'est cette croissance mondiale qui fait, par exemple dans le secteur du pétrole, la croissance de la demande de pétrole. Si vous avez un ralentissement de la Chine, vous avez forcément un impact là-dessus. L'autre question que ça va poser, c'est quelles sont les mesures que la Chine va prendre pour essayer de préserver son économie? Vous parliez de la dévaluation du yuan tout à l'heure. Est-ce que c'est une solution vers laquelle ils vont s'engager? S'ils s'engagent dans cette solution, on rentre dans une vraie guerre des devises et là on peut se retrouver dans une situation qui est extrêmement inconfortable au niveau mondial. Je ne pense pas qu'ils iront dans cette voie-là. Donc, après, pour l'instant, ils sont plutôt dans l'inverse politique, c'est-à-dire ils sont en train de défendre leur devise. Tout à fait. Jusqu'à quand ils milliards, peuvent le faire? 100 milliards de dollars 100 milliards par mois, ok, ils ont des grosses réserves de change, mais jusqu'à quand peuvent-ils le faire? Mais pour l'instant, je ne pense pas que c'est dans cette voie-là qu'ils vont s'orienter. Je pense qu'il y a aussi un intérêt de voir le partenaire américain se tenir, et donc aller dans le sens d'une dévaluation du yuan, c'est prendre quand même créer des tensions avec ce partenaire qui sont difficiles. Au niveau de la consommation, je crois que Pierre pourra le confirmer, mais grosso modo, une population, on parle de besoins de base, et donc une population va grosso modo consommer à peu près la même chose d'une année sur l'autre. La variable d'ajustement, c'est vraiment le côté production. La production en Chine, pour l'instant, sur la plupart des matières premières, se passe pas trop mal. Il y a un peu de trop d'humidité dans une partie, on va dire, au nord-est de la Chine, mais rien pour l'instant de vraiment inquiétant. Là où peut y avoir un impact, c'est s'il y a une baisse de la consommation de la viande, parce que les Chinois importent beaucoup de soja, notamment pour nourrir leur cheptel, et on pourrait voir une réduction des imports de soja, ce qui pourrait impacter l'économie brésilienne, notamment, qui exporte beaucoup vers chez eux, et l'économie américaine. Ouais. Et en même temps, il y a un vrai changement de mode de consommation. Pierre Brugog, justement, vous avez passé 2 ans en Chine pour implanter le bureau, donc vous connaissez bien. Il y avait un rêve en Chine, c'était l'autosuffisance pour nourrir 1,3, 1,4 milliard d'habitants. La Chine semble avoir renoncé. Elle accepte maintenant de faire des importations, en plus de ces 610 millions de tonnes produites par an, par exemple, pour les céréales. Alors, si vous me permettez, en comparant un peu mon historique sur la mer Noire et à celui que j'ai eu aussi en Chine, je considère qu'on a dans toutes ces zones beaucoup d'ambition gouvernementale pour développer l'agriculture et pour gérer cet excédent de matière en mer Noire, ou en tout cas cette autosuffisance en Chine. La différence majeure, c'est qu'à Pékin, on a les moyens de ces ambitions. Jusqu'à présent, on a eu un programme ambitieux, hyper stimulant, pour garantir l'autosuffisance sur les produits clés. Produits clés, j'entends par là le riz, le blé, le maïs. Ça veut dire qu'on a tiré un trait sur la protéine. Et ça a déséquilibré complètement la production de soja, entraînant des importations à outrance. De l'autre côté, les produits d'objectif, les produits clés, donc nos fameux blé, maïs, riz, ont bénéficié de prix planchers. Ça veut dire que les agriculteurs chinois, jusqu'à cette année, première année qu'on a baissé le prix plancher en maïs, n'ont connu que des prix qui augmentaient d'une campagne sur l'autre pour ces matières clés. Ça veut dire qu'en protégeant le prix payé à mes producteurs, gros filet de sécurité, on a assuré des emblavements stables, avec un essor du maïs qui s'est fait au détriment du soja, pour accompagner le développement de l'alimentation animale et gérer ce cheptel en pleine progression. Donc dès lors, aujourd'hui, objectif d'autosuffisance fixé par le gouvernement atteint sur le blé, sur le maïs, modulo éléments climatiques. Mais pour s'affranchir de l'élément climatique, en Chine, on a décidé que la politique des stocks avait tout à fait voix au chapitre, et on a 50% des besoins annuels en stock en blé, plus de 100 millions de tonnes, et en maïs, on a aussi
des stocks qui sont conséquents. Dès lors, aujourd'hui se pose la question, voyant le modèle chinois fragilisé sur certains secteurs, on va dire clés, notamment du secondaire, c'est est-ce qu'on aura toujours la puissance financière de l'organe central pour soutenir l'agriculture, tout en soutenant l'emploi sur des grands projets d'infrastructure, tout en ayant aussi cette capacité à basculer le modèle exportation chronique à émergence d'une classe moyenne. Et donc par là, j'entends, pour la première fois en 2015-2016, la campagne en cours, on a vu le prix payé aux producteurs en maïs baisser. C'est la première fois. Ouais. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ouvre la porte à Pékin pour, pourquoi pas, accepter de dire on a peut-être moins de moyens pour soutenir l'agriculture et on va réorienter les curseurs vers, pourquoi pas, un peu plus de protéines pour être moins tributaire des marchés tiers. Tout est une question de priorité. On va en parler, on va continuer ce passionnant débat spécial matières premières agricoles. On marque une courte pause. Rendez-vous dans quelques secondes, à tout de suite. Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux.